Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Boom, pour une nouvelle discussion Hall of Fame cette année 2024. On vous souhaite la meilleure à tous. Et on commence cette année avec une discussion Hall of Fame que l'on avait préparée depuis des mois, sentant que le sujet Michael Moorer allait revenir sur la table du Hall of Fame. Et patatras, les amis, depuis décembre, Michael Moorer est un Hall of Famer. Et pour cela, je me devais d'être accompagné de mon sociétaire préféré, Antoine, de 130livres.com, et de la voix de notre gourou à tous, Christian, qui est de retour pour cette nouvelle discussion Hall of Fame. Bonjour, messieurs. Salut à tous et bonne année aux pirates. Salut Christian, salut Captain, salut les pirates et bonne année. Bonne année. Et cette série qu'on n'en finit plus et qu'on adore faire, on adore se rejoindre pour les discussions Hall of Fame, a d'autant plus de sens, comme je vous dis, puisque on en parlait déjà au printemps dernier entre nous, en se disant peut-être le sujet Michael Moorer est à faire, il y a quelque chose à creuser là-dessus, et on sentait la chose venir, et vraiment cette intronisation Hall of Fame officielle, qui est vraiment important pour les athlètes, qui est plus que symbolique, et ben en fait, tout fait sens en nos discussions. Le véritable Hall of Fame se réunit, et donc il est bien de faire cette émission pour expliquer pourquoi il est il est logique, Antoine, de finalement voir cette énigme, parce qu'il est très énigmatique, Michael Moorer, être intronisé au Hall of Fame. Antoine, la parole à toi. C'est vrai que Michael Moorer, parce qu'il a boxé dans la catégorie reine pendant une de ses époques les plus importantes de l'histoire, c'était dans les années 90, la concurrence est forte. Et donc, par effet d'optique, on a l'impression d'avoir affaire à un second rôle. Par ailleurs, les combats mémorables qu'il a livrés ne sont pas toujours ni des combats contre les très très bons, ni des victoires. Donc, moi, dans ma tête, en tout cas, pendant très longtemps, Moorer était plus qu'un Hall of Famer, c'était quelqu'un qui avait aidé les autres à briller. C'était quelqu'un qui avait contribué à rendre une époque belle, mais qui lui-même n'avait pas forcément tous les credentials pour pouvoir y prétendre. Et puis, à l'occasion de cette préparation, à l'occasion de l'annonce de son intronisation, à l'occasion de la préparation de cette émission, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, c'est-à-dire regarder la carrière de Moorer pour la carrière de Moorer. Ne pas regarder ce qui était autour de lui, mais le considérer, lui, séparément, aux différentes étapes de sa carrière, des amateurs jusqu'à sa retraite. Et là, j'ai compris qu'il y avait quand même une singularité, une densité aussi, et quelque chose qui justifiait qu'il appartienne à ce cercle-là, sachant que, d'une année sur l'autre, mais ça on vous le répète constamment, les pirates, évidemment, les conditions d'entrée au Hall of Fame ne sont pas tout à fait les mêmes. Certaines années, le ticket d'entrée est très cher. D'autres années, on peut passer par le Super-Rail plus facilement. Donc, Moorer est au Hall of Fame. Ma foi, il ne le mérite pas moins que d'autres. Et tant mieux que ça nous donne l'occasion de revenir sur sa carrière. Et de revenir sur sa carrière avec la chance unique d'avoir le commentateur français qui a suivi la plupart de sa carrière, qui nous a commenté beaucoup de ses combats, qui l'a suivi, qui l'a observé, qui a observé cette énigme Moorer. Pour toi aussi, Christian, cette intronisation au Hall of Fame, est-ce qu'elle a aussi du sens pour toi ? Oui, et il a entièrement raison, Antoine, en parlant de cette fameuse décennie 90. Qui est au Hall of Fame de cette décennie 1990 ? Des boxeurs comme Riddick Bowe, comme Mike Tyson, comme Lennox Lewis, comme George Foreman. Ils y sont. Et un petit peu après, donc Vladimir et Vitaly Klitschko. Mais donc, il manquait effectivement dans cette catégorie du Hall of Fame Michael Moorer, et qui plus est, le boxeur champion du monde gaucher de l'histoire. Donc, rentrer cette année au Hall of Fame avec d'autres boxeurs. Hein. On a fait la carrière de Ricky Hatton, notamment. Ricky Hatton, il en fait partie. Diego Corrales également. Voilà. Michael Moorer, oui, il a sa place dans le Hall of Fame de l'ère moderne. Effectivement, et c'est bien qu'on repose un peu les jalons sur une carrière qui est quand même une carrière très très forte et dense, et qui lui méritait d'être intronisé. Boxeur amateur qui va, personnage
turbulent, enfin plutôt en quête de sens. Et ça va être très intéressant aussi notre portrait de Michael Moorer parce que c'est un portrait psychologique fin, avec beaucoup de finesse et de subtilité qu'on va devoir faire parce que c'était quelqu'un de très difficilement appréhendable. Par exemple, il y a par exemple Teddy Atlas qui va passer la moitié d'un livre à essayer de le faire pour nous. Pour vous dire. Et c'est très intéressant. Évidemment, il bourlingue beaucoup. Il est né à Brooklyn, mais en fait, il va vivre en Pennsylvanie, même si après, il va être associé à la ville de Detroit. Boxeur amateur plutôt bon qui va défendre les couleurs américaines très vite, en fait, dans sa carrière amateur, avant de passer professionnel, Antoine, et de passer professionnel pas avec n'importe qui. Il est mi-lourd, hein. N'oubliez pas, il est mi-lourd, mais avec Emmanuel Stewart. Et Michael Moorer arrive comme dans cette famille de deuxième génération de boxeurs pour Emmanuel Stewart après la génération Thomas Hearns. Il est Kronk. Il est Kronk, ce jeune Michael Moorer, Antoine. Il est Kronk, ce qui signifie qu'il a un bagage technique qui est extrêmement impressionnant. Il a le sens aussi de ce que c'est que le sparring le vrai, parce qu'au Kronk, ça joue pas. Vous avez des vidéos sur YouTube de sparring au Kronk qui engagent des boxeurs qui sont devenus célèbres ou qui l'étaient déjà. Au Kronk, on trichait pas. Au Kronk, il y avait un sens de la bagarre. Ça fait pas toujours d'ailleurs les meilleurs boxeurs dans le clinch, et ça s'est un peu vérifié avec Moorer, mais on anticipe un peu. En revanche, on développe un arsenal complet, on a tous les coups de la boxe. S'agissant de Moorer d'ailleurs, un petit peu comme Marvin Hagler avant lui, qui n'était pas du Kronk, mais qui avait fait le même choix tactique, on est droitier dans la vie, mais on choisit de boxer en fausse garde parce qu'on est capable de le faire et que ça va apporter un avantage concurrentiel. Une fois rendu sur le ring, Rafael Nadal l'a fait en tennis, hein, donc ça empoisonne bien la vie des autres, même quand on est droitier dans la vraie vie, lorsqu'on sait le faire. Au final, il n'aura pas un bilan en amateur stratosphérique, je crois que c'est 48 et 16. Il aura une médaille de bronze au Goodwill Games, qui est un petit peu une médaille en chocolat. Néanmoins, il était réputé comme étant un boxeur qui, dès ses années amateurs, où c'était un petit châssis, il faut le noter aussi parce que futur lourd, mais en amateur, il boxait en super welter, l'ami Moorer. C'est fou. Donc, il n'avait pas encore beaucoup de viande sur l'os, on va le dire. Il était réputé pour mettre des trempes aux autres pensionnaires du Kronk, y compris des boxeurs déjà pros. Donc, ça voulait dire que déjà perçait quelque chose, même si, et on va le répéter tout au long de cette discussion, il aura toujours un rapport d'amour-haine avec les contraintes de la vie d'un pugiliste, avec la discipline, etc. Quand il s'agissait de sparer, là, c'était le roi, et là, il était particulièrement brillant. Et particulièrement brillant en technique de gaucher. Il faut vraiment que vous compreniez ça. C'est un très grand gaucher technique en ayant son poids, son bras fort en tant que jab. Et il faut vraiment que vous regardiez Michael Moorer comme un énorme technicien en termes de vitesse de bras, en termes de placement de jab. Enfin, c'est vraiment de l'orfèvrerie que tout boxeur gaucher se doit d'étudier quelque part. Et donc, ça vous dit aussi, je pense, Christian, ça vous dit aussi la qualité, parce qu'Emmanuel Stewart est devenu une figure, et parfois on en oublie la qualité d'entraîneur qu'il était, parce qu'il savait entraîner des profils différents et les rendre Kronk comme aucun autre, Christian. Oui, c'est vrai que s'il y a un homme qui a vraiment formé Michael Moorer, celui qu'on appelait déjà double M, Michael Moorer, c'est bien Emmanuel Stewart. Emmanuel Stewart, il avait quand même dans son Kronk un homme comme Thomas Hearns. Et quand Michael Moorer est arrivé et a vu justement des boxeurs de la trempe de Thomas Hearns, il s'est dit, mais waouh, je suis ici avec des champions, je n'ai juste qu'à observer et regarder et ça va me faire progresser. Ça, c'était Michael Moorer quand il est arrivé. Michael Moorer, c'était un violent. Et en fait, Emmanuel Stewart, il répétait et il aimait à le dire que
je l'ai attrapé, Michael, il était encore en train de regarder des films violents et il ne faisait que ça, en fait, regarder des films de brutes, et il se repassait les scènes au ralenti, il aimait ça. Et en fait, c'est Michael Moorer qui a été donc vu avec les yeux de Emmanuel Stewart. Et Emmanuel Stewart, il a compris tout de suite, quand on a parlé tout à l'heure de la carrière amateur de Michael Moorer, il a compris qu'il fallait le stopper avant les Jeux Olympiques de 88. Il n'a pas été question du tout de l'envoyer là-bas, mais surtout d'en faire un boxeur professionnel, parce qu'il a compris tout de suite, Stewart, qu'il avait les capacités pour devenir un très grand dans la catégorie des boxeurs professionnels. Complètement, Antoine. Et Moorer et son mentor, Emmanuel Stewart, s'engagent là-dedans chez les mi-lourds. Et finalement, l'histoire fera qu'on oubliera un chapitre de sa carrière qui est un chapitre absolument hallucinant. C'est la carrière chez les mi-lourds professionnels de Michael Moorer, puisque on est encore dans cette période de boxe où un boxeur, ça boxe. Et ça boxe tout le temps. Et il le fait boxer tout le temps. Et oui, le titre vient d'être créé. Oui, cette ceinture n'est pas considérée ou est vue de façon, de façon un petit peu méprisée. À l'époque, c'est la ceinture WBO. Mais Michael Moorer, en 9 mois de professionnalisme, il prend la ceinture de WBO. Alors effectivement, à l'époque, elle était vue un peu comme une nouvelle ceinture un peu sur le côté. Mais en 9 mois, il obtient un titre en professionnel. C'est quand même dingue, Antoine. Oui, il en est à son 12e combat. Il combat une fois par mois, en fait, quand il va prendre le titre WBO. C'est la création de cette ceinture des 175 livres WBO. Il affronte, un peu pour l'anecdote, un certain Ramzi Hassan. Oui. C'est un second couteau qui vient de perdre contre Virgil Hill par décision. Donc ça veut dire qu'à défaut d'être un boxeur brillant, au moins c'est un type qui n'est pas ridicule sur un ring. Yeah. Durable, comme disent les Anglais. Voilà. Sinon, il se fait foutre en l'air par Virgil Hill. Et ça n'a pas été le cas. Et Moorer, à l'époque, lui, il met des KO à tout le monde, tout le temps. Il a ce truc, en plus de la technique dont on a parlé, il a cette forme il a cette puissance brute, beaucoup dans le bras avant, parce qu'il est droitier dans la vie, aussi dans le bras arrière, parce que sa gauche, son cross du gauche est létal également, voire les uppercuts quand il les met. Donc il a ce don-là. Et c'est vrai qu'il évolue un peu en parallèle du reste du monde. Et à l'époque, et pendant longtemps d'ailleurs, jusqu'à son passage en poids lourd, on s'interrogera sur ce que vaut Michael Moorer. Parce qu'il mène une carrière hors des sentiers battus, c'est délibéré. Je ne suis pas évidemment dans la tête d'Emmanuel Stewart, je ne sais pas exactement le pourquoi du comment on a choisi de le mettre sur ce circuit-là. Est-ce qu'on avait déjà en projet de le faire boxer en lourd, mais on préférait lui faire faire ses premières armes sans trop l'abîmer à 175 ? Je ne sais pas exactement les tenants et les aboutissants en termes de business de cette histoire. Mais c'est très étonnant de constater que il a beaucoup boxé, tu l'as dit, donc il a appris son métier. Il a pris une ceinture de valeur à l'époque très relative, mais il a régné comme un tyran ensuite. Il a continué à mettre des KO à tous ceux qui se présentaient. Parmi eux, le niveau d'opposition était plutôt moyen, mais il y avait eu un certain Leslie Stewart qui était un ancien champion WBA, donc ça boxait un peu quand même. D'ailleurs, c'était son combat compliqué. Ça boxait un peu, mais il est intéressant de savoir pourquoi ce talent-là n'aura pas été se frotter à l'élite des 175 livres à l'époque. Et j'avoue que moi, je manque de réponses. Je ne sais pas vous, messieurs, mais je manque un peu de réponses. Mais alors qu'il boxait tout le temps, vas-y Christian. Oui, alors il y a peut-être une esquisse de réponse. On a parlé du Krong Gym, elle se passe là-bas parce que Michael Moorer, il a effectivement eu peu de combats, mais en plus peu de rounds, parce qu'il a gagné pratiquement tous ses combats donc par KO, et puis au premier round, au deuxième round. Et quand il a eu cette chance mondiale contre Ramzi Hassan le 3 décembre 88 dans l'Oyo pour ce titre WBO, il n'avait pratiquement que très peu de rounds sur les rings de combat. Par contre, il en avait énormément au Krong Gym, et c'est là qu'il s'est forgé. Et c'est là que se sont forgés tous les boxeurs de Emmanuel Stewart. Parce que là-bas, il fallait se faire un nom.
Et se faire un nom, c'était avec des tueurs. Les tueurs, ils étaient sur les rings d'entraînement du Kronk Gym. Et c'est là-bas qu'il y a peut-être cette esquisse de réponse sur laquelle s'interrogeait Antoine. La virilité, entre guillemets, parce que les boxeurs sont tous virils, mais la virilité de Michael Moorer, elle s'est affichée dès les débuts au Kronk Gym. Effectivement, et comment dire, il va beaucoup défendre ce titre. Il avait besoin de beaucoup boxer. Pourquoi? Et ça, c'est Emmanuel Stewart qui le dira dans une interview quand il est déjà poids lourd et qui revient sur ce chapitre mi-lourd de Michael Moorer au micro d'HBO. Et il dit il boxait beaucoup. Pourquoi? Parce que le problème, c'était de le garder au poids. C'était de le garder au poids et donc il y avait une activité constante, mais en fait de façon involontaire, avec cette activité constante. Michael Moorer est finalement très important pour une autre histoire, pour l'histoire de la WBO, parce qu'en fait il est un petit peu le premier boxeur à tenir ce titre, conserver ce titre, faire connaître ce type de WBO avant d'autres. Après, il y aura les Anglais qui vont adorer la WBO comme Eubank, Eben et tout ça. Mais avant, il y a Michael Moorer qui est un peu le premier grand champion de WBO pour cette fédération. Et il y aura beaucoup de défense de ce titre, notamment contre Delgado. C'est un gros KO qu'il met ce soir-là, du 22 avril. 22 avril, ça lui ira bien à Michael Moorer. Bref. Et voilà, on se dit, mi-lourd, nous, les Français, les Européens, il y a beaucoup de mi-lourds. C'est peut-être un mec qui finira par être sur le chemin d'un challenger français, etc., chez les mi-lourds. Mais au bout d'un moment, Michael Moorer ne peut plus faire le poids. Il y a un combat qui, normalement, aurait dû être plus facile que ça contre Lindstrom. La dernière fois qu'il va contre Lindstrom, il va défendre ce ceinture de WBA, et il y a un 9e round où ça va mal pour Michael Moorer, ça va mal parce qu'il est drain, il a été affecté par le cut weighting qu'il a subi, et ils sentent que Emmanuel Stewart et Michael Moorer sentent que là ils sont pas passés loin de la correctionnelle à cause du poids et qu'il faut plus être en mi-lourd. Et comme les cruiserweights, ça les intéresse pas beaucoup, ils vont directement faire le saut chez les lourds. Et c'est un peu comme ça qu'on le découvre vraiment, Christian. Oui, c'est vrai que Michael, il en a marre de manger un œuf simplement quand il se retrouve un petit peu à la cantine avec tous les boxeurs du Kronk. Et ça a été son gros problème à cette époque-là. Et il le disait directement à Emmanuel Stewart, moi, voilà, c'est terminé, j'en ai fait suffisamment. Maintenant, je veux monter. Mais de là à monter de 2 catégories et d'aller chez les lourds, oui, il a fallu bien manger ensuite à table. Et puis surtout, il avait dans l'esprit de s'attaquer et de voir notamment un boxeur comme Evander Holyfield, qui était des lourds légers, qui était passé chez les lourds. Et il y avait beaucoup de Bert Cooper, on en parlera aussi, qui était dans une catégorie inférieure. Et il y avait beaucoup de boxeurs en fait qui n'étaient pas des vrais lourds et qui étaient allés tenter leur chance chez les lourds. Et Michael Moorer, avec ses qualités intrinsèques, et notamment cette qualité intrinsèque de gaucher, il s'est dit pourquoi pas moi, parce que avec la violence que j'ai en moi, je suis sûr, même s'il va devenir un petit peu plus prudent après dans différents combats, mais avec cette violence intérieure, il était quasiment certain de faire quelque chose chez les poids lourds. Et effectivement, et cette certitude, il l'avait. Alors vraiment, un dernier conseil, replanchez-vous sur ces combats mi-lourds, parce que c'est d'autant plus criant de vérité de voir toute la technicité, toute la technique de Michael Moorer. Elle se déploie. Je veux dire, j'ai rarement vu un aussi bon uppercut du bras avant que celui de Michael Moorer, et ça aura son importance cruciale dans beaucoup de moments de sa carrière. J'ai rarement vu un aussi bon jab que Michael Moorer. Et une gauche en ligne aussi belle, et les crosses dont vous nous parlez, Antoine, en termes de technicité, vous devez vous replonger là-dessus. Et donc, il y a ce projet poids lourd qui est super excitant, parce que la chance d'être dans cette époque bénie où on est sur l'ère la plus excitante
ou l'une des ères la plus excitante que la catégorie des poids lourds ait jamais vécue, avec des talents en veux-tu, en voilà, qui étaient hallucinants tous ensemble. Et c'est ce moment, ces années 90, où on regarde tous ces prospects et ces innombrables prospects qui sont en fait tous des Hall of Famers. C'est incroyable. Et en se disant, mais lequel sera le grand champion? Ils sont tellement talentueux, en passant Tommy Morrison, Harry Digbo, voilà, et d'autres. Et donc, il réapprend le métier, Antoine, chez les poids lourds. C'est plus compliqué, voilà, mais l'esprit Kronk est toujours là. L'esprit Kronk est toujours là. Et à un moment, sur HBO, il va falloir taper du poing sur la table, dire j'existe, je suis là avec les autres. Il y a une soirée comme ça qui est prévue et on donne sa chance à Michael Moorer de briller dans un combat pour moi exceptionnel. Je sais que tu l'adores aussi, mais c'est ce soir-là, et Christian, je pense que tu as des souvenirs aussi de ça, parce que c'était le genre de combat qui faisait le sel et le plaisir de regarder l'équipe du dimanche, le dimanche soir, après le football, et de regarder la boxe. Il y avait souvent les combats de Michael Moorer de cette époque. C'est le combat de Michael Moorer contre Alex Stewart, Antoine. Et là, c'est très, très grand ce qui se passe. Et surtout, il y a beaucoup d'émotions. Il y a 4 rounds d'émotions, Antoine. Ouais, Alex Stewart, on a parlé de second rôle de l'époque. Alors effectivement, après coup, on peut distinguer Moorer qui était quand même, qui n'était pas tout en haut, mais qui était malgré tout un champion, et il l'a prouvé, il le reprouvera. Et Stewart qui, pour le coup, lui, tapait au carreau et jamais vraiment passé. Non. Mais Stewart, à l'époque, quand on lui jette Moorer dans les pattes, c'est pas spécialement un cadeau. Parce que Stewart, il a perdu en carrière, c'est simple, il a perdu 2 fois. Voilà. Il a perdu 2 fois contre Holyfield et contre Tyson. Voilà. Donc, et contre Tyson, l'impression comme il perd comme ça sur le premier round, l'impression est mauvaise et les gens pensent que Alex Stewart se réduit à ça. Alors qu'Alex Stewart, c'est un guerrier de l'extrême. Toute sa carrière, par la suite, le prouvera. C'est un boxeur dangereux, par définition. Et c'est un boxeur d'autant plus dangereux qui tape vraiment comme un poids lourd et que Moorer, malgré tout, on l'a dit au début, c'est un petit châssis à l'origine pour un type qui va devenir un poids lourd. Et il n'a jamais été testé, quoi. Enfin, il n'a jamais été autrement que par des mi-lourds. Et là, il se retrouve face à un poids lourd qui tape. Donc, il y a, dès le premier round est déjà complètement mythique. Moorer a le nez qui saigne. Ça vient très vite. Mais il met 2 knockdowns. Le premier, il y a un uppercut de près après une série où, de façon très intelligente, et ce sera une des caractéristiques de Moorer, il arrivera bien à alterner corps et face. Il le fera très bien. Il fera baisser les mains à Stewart et il le fera tomber une première fois. Le deuxième, ça ira très vite. C'est droite-gauche, crochet-gauche. Et ça fait tomber Stewart dans les cordes. Et là, tu te dis, le combat est quasiment à la renverse. Déjà, il est à la renverse. Cette image est très iconique, exactement. Je l'ai revu avec grand plaisir en préparant l'émission. Mais arrive le round 2, parce que Stewart est plus ou moins sauvé par le gong. Et au round 2, Stewart, il ne veut pas se refaire la cerise. Il veut aller foutre en l'air Moorer. Alors ça, c'est passionnant, parce qu'effectivement, ça montre l'état d'esprit de Stewart. Il a compris qu'il avait fait mal à Moorer. Il a compris que Moorer saignait du nez et que si ça se trouve, il allait craquer. Donc, il y va. Et il secoue, pour le coup, Moorer sur plusieurs droites. Il le secoue. Moorer adore pas être agressé. Il aime bien avoir son espace. Il aime bien pouvoir dérouler sa boxe. Et Stewart, il l'agresse. Il l'agresse complètement. Il donne tout. Ça suffira pas. Round 2, round 3. Et il y a... là encore, une série très iconique au centre du ring, dont plusieurs uppercuts droits. Tu as parlé de son uppercut droit au centre du ring qui sont mortels. Et en cas, il finit par envoyer Stewart par terre. Mais ça a été, on imagine les sueurs froides chez Manny Stewart quand il a vu ça, parce que Moorer passe tout près du pire et il subit un baptême du feu probant, quoi. Probant. Et c'est le genre de combat qui n'était pas pour un titre, mais qui reste, qui marque l'époque, Christian. Oui, on est obligé, si on veut devenir un grand champion, inscrire son nom
au pentagone des champions du monde des poids lourds. On est obligé de passer par des boxeurs comme Stewart, ça c'est sûr. Et dans cette période-là, on le verra un petit peu plus tard avec des Bert Cooper. Je me rappelle d'un Donovan Razor Ruddock qui avait été aussi le Canadien dans enfin, quelqu'un qu'on aurait vu sur la plus haute marche du podium. Ouais, mais il fallait passer par ces boxeurs. Et c'est vrai que Michael Moorer, lui, il a peur de rien. Et surtout, quand il voit un Leslie Stewart en face de lui, il se dit, même si c'était il y a quelques années que justement Tyson, par exemple, l'avait battu, lui, il devait absolument passer par cette place, faire en sorte que Stewart soit battu, même surtout avant la limite. Ouais, ouais. Et ça va marquer les combats de Moorer de cette période 90-92. C'est vraiment l'esprit de ces combats. Je veux dire, des émotions incroyables. Il est d'une férocité incroyable, mais il prend aussi des coups et il doit revenir. Mais c'était du caviar, quoi. C'était vraiment du caviar en termes émotionnels. Et effectivement, Emmanuel Chiar a dû avoir des sueurs froides, mais il continue bien sa carrière et va arriver 1992, le 15 mai 1992, va arriver un combat absolument exceptionnel. Avec Antoine, j'ai eu la chance, il y a un peu plus d'un an, de vous faire A Fight to Remember concernant Michael Moorer. Michael Moorer et Bert Cooper. Nous avons passé 1 heure à parler simplement de ce combat. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à une nouvelle croisée des chemins. Ce soir de 15 mai 92, on est sur une croisée des chemins de la catégorie. On est au Taj Mahal de Trump à Atlantic City. Et Bert Cooper, qui a fait une belle impression, même s'il a perdu contre Evander Holyfield, et c'est très bien qu'il va avoir une nouvelle chance et il n'en aura pas deux. Donc c'est ce soir, et s'il veut changer sa vie, c'est maintenant. Michael Moorer, lui, peut reprendre encore une fois un titre de WBO, puisque la ceinture WBO est en jeu ce soir-là. Mais surtout, au bord du ring, beaucoup de boxeurs et pratiquement tous les managers et promoteurs de ce monde sont là à observer, parce que et Riddick Bowe est au bord du ring, parce qu'ils se disent aussi, mais pourquoi pas Riddick Bowe prendre aussi ce vainqueur-là si jamais on n'arrivait pas à faire le combat contre Holyfield. C'est ce qui se passe, donc c'est le combat à ne pas perdre. Et va arriver un combat absolument démentiel qui a marqué l'époque. Antoine et moi, nous avons beaucoup parlé, mais moi, maintenant, j'aimerais savoir le souvenir de Christian Delcourt. Quand il est question de Michael Moorer contre Bert Cooper, ça n'a pas son pareil. Christian. Ah ben, on va pas dire que c'était une tuerie, que c'était une boucherie. On connaît Bert Cooper qui va toujours au bout de lui-même dans ses combats. On était allé justement avec Jean-Claude l'année précédente à Atlanta faire un Bert Cooper contre Evander Holyfield. Là aussi, ça avait encore été en 7 rounds une furie. Et Bert Cooper, il est pas très grand, mais surtout, Michael Moorer, il dira après, c'est le boxeur que j'ai rencontré qui a les mains les plus rapides. Et c'est vrai que ça va vite de bras chez Bert Cooper. Et puis, ça va pas simplement vite, ça fait aussi mal quand ça tombe. Alors, au change, puisque Michael Moorer aurait dû affronter Ray Mercer à cette époque-là. Mais Ray Mercer, qui était censé le combattre, ne voulait pas se farcir Michael Moorer. Et au change, eh ben, il n'a pas beaucoup gagné avec Bert Cooper. C'était un gars qui venait toujours pour se battre, pour faire mal. Et c'est vrai qu'il y a eu du voyage au tapis. Et dans les souvenirs, c'est que c'est tout simplement féroce, quoi. Et je pense que dans la carrière de Bert Cooper, c'est vraiment un combat qui fait référence et un combat qui le place vraiment en position chez les poids lourds de futures stars dans cette décennie. On est, il faut le rappeler, en 92. Mike Tyson, il part au pénitencier. Holyfield est là. Foreman, lui, veut revenir
dans les sphères des poids lourds. Et Michael Moorer, il s'avère que c'est un boxeur avec lequel il faut compter dessus. Compter dessus. Mais un combat incroyable. Bert Cooper a tout tenté dès le premier round. Voilà. Alors, les captations, que ce soit contre le combat contre Alex Stewart ou le combat contre Bert Cooper, moi, les captations de 91 et 92 sont des meilleures captations d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le son ça des fait mal. et le son des respirations, vous l'avez. C'est comme si vous étiez dans le ring et ça vous permet de comprendre ce qui s'envoie. Bref, je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait spécialement sur ce combat avec Antoine pour avoir tous les détails de ce combat. Mais encore un Michael Moorer qui ne craque pas, alors que ça devait être la grande crainte. Parce que regardez la photo derrière, vous voyez le soulagement d'Emmanuel Stewart qui parle avec l'arbitre. Il pense que voilà, la grande crainte, c'était que ce joyau pur puisse craquer psychologiquement. Mais il ne craque pas. Et finalement, il gagne par quoi? Il s'envoie des parpaings de l'espace. De l'espace. Mais qu'est-ce qui lui fait gagner? C'est encore sa technicité hallucinante. Je veux dire, pratiquement aucun poids lourd ne pouvait avoir un uppercut du bras avant aussi bon que Michael Moorer et savoir le placer aussi bon et être tôt et rester extrêmement technique dans ses placements de coups, c'est vraiment à voir. Sa technicité le sauve. Et c'est un grand combat. Et ce soir-là, cette photo est magnifique parce qu'on voit qu'il y a Emmanuel Stewart qui est déjà en retrait. Mais ce soir-là, en fait, on s'en aperçoit pas parce que Moorer, continue son aura de violence, continue à perturber pour les observateurs, alors qu'en coulisses, les tournoiements, les divagations psychologiques de Moorer commencent. Et en fait, on va avoir un divorce, mais vraiment que personne ne pouvait voir venir, un divorce entre Emmanuel Stewart et Michael Moorer. Et ça, c'est une très grosse surprise et qui montre que Michael Moorer était perdu, il était dans une recherche de père, il était dans un complexe d'abandon perpétuel. Et en fait, c'est le portrait psychologique de Teddy Atlas. Alors, voilà, dans ce livre est vraiment passionnant et fascinant. Et donc, la méthode de Michael Moorer, c'est vraiment de pousser à bout les gens qui l'entourent pour que les gens qui l'entourent le rejettent. Tu sais ? En fait, c'est un peu Emmanuel Stewart qui dit « j'en peux plus de toi. J'en peux plus et écoute, va voir ailleurs. » Et donc, en fait, fin 92, 93 sont des années de divagation où il se cherche. Donc, après, il va voir George Benton. Et George Benton dit ça va pas marcher entre nous. Le mec se fait virer par Emmanuel Stewart et George Benton. Le gars est le manager de Michael Moorer et sait pas comment faire parce que Michael Moorer, bon, il continue à gagner, mais de façon beaucoup moins impressionnante, mais il continue à gagner. Donc, être un contender et un challenger officiel pour un titre, il continue à l'être. Mais il y a personne, il n'y a pas d'entraîneur. Et va arriver, en fait, maintenant, une association, va arriver l'ère, pour Michael Moorer, l'ère de Teddy Atlas. Et pour nous, Français, on savait que Teddy Atlas avait travaillé Mike Tyson quand il était dans les amateurs à Catskill avec Cus D'Amato, sous le parrainage de Cus D'Amato, etc. On savait ça. Mais il n'était pas une figure. Mais Teddy Atlas apparaît comme une figure avec Michael Moorer, Christian. Oui, parce que quand on change d'entraîneur, quand on quitte un boxeur comme un entraîneur comme Emmanuel Stewart, on se doit d'arriver et d'être coaché avec quelqu'un qui connaît un petit peu la boxe et qui connaît aussi les poids lourds et qui connaît aussi comment tenir un boxeur comme Mike Tyson, mais également comme
Michael Moorer. Captain disait tout à l'heure, oui, il y a un problème psychologique chez Michael Moorer, la recherche du père. La recherche du père, déjà, bon, il en a pas eu de père. Il était issu d'une famille de 6 enfants avec une mère célibataire. C'est son grand-père qui l'a emmené à la découverte de la boxe. Son grand-père, en fait, qui s'occupait vraiment de lui, il le voyait partir tous les soirs et il se demandait où il allait. Et un jour, le petit Michael Moorer lui a dit, mais moi, je veux te suivre, tu vas où? Et en fait, il allait à la boxe et il était entraîneur de boxe, son grand-père. Alors aujourd'hui, se retrouver avec un Teddy Atlas, il connaît bien l'histoire de Mike Tyson, Michael Moorer. Il sait qu'il a été suivi donc par Teddy Atlas, par Cus D'Amato, et il sait que s'il veut réussir, il faut qu'il passe par quelqu'un qui a, comme Teddy Atlas, qui a des couilles. Parce que quand on est au bord du ring, il faut savoir aussi manager des boxeurs, et il y a des moments, c'est pas très simple. Et quand on voit Michael Moorer avec ses excès, mais Michael Moorer, au fil du temps, il va devenir plus patient, plus prudent. Mais au début, c'était vraiment une vraie teigne. Ouais, vraie teigne et un peu en perdition totale. Antoine, je ne sais pas si c'est un chapitre, qui t'a passionné, Antoine, qui t'a intéressé. Mais c'est cette année, en fait, c'est cette année qu'on connaît peu chez Michael Moorer de 93 où il travaille avec Teddy Atlas. C'est une année où toute la hype, tout ce qu'on croit de lui, toute l'excitation qu'il y a autour de lui est complètement tombée en quelques mois. Et même dans des almanachs, on salue Jean-Michel Rouet, les almanachs de 2013 par exemple, il y a un papier de Jean-Michel Rouet sur Michael Moorer où en fait on se dit il y a plein de doutes quoi. Pratiquement on n'y croit plus alors qu'il continue à gagner, mais difficilement. Mais vas-y Antoine. C'est pas très rassurant. Hein. On voit quand même ce Michael Moorer aller plusieurs fois au tapis contre Bert Cooper, qui est un boxeur dangereux, mais qui est censé faire la différence entre les champions et ceux qui ne le sont pas. Toute sa carrière chez les mi-lourds, on l'a dit, elle est un peu sujette à caution parce que, certes, il a cassé des gueules, mais ce n'étaient pas des adversaires prestigieux. Donc, ça manque de confirmation. Et quand on sait derrière, tu as dit que très justement que finalement Manny Stewart a fini par le laisser partir. Il ne faut pas oublier quand même qu'avant le combat contre Cooper, Moorer se retrouve déjà devant un tribunal parce qu'il a cassé la mâchoire d'un policier. Ça vous situe quand même un tout petit peu ce qu'était le personnage. Voilà, lui, en période de loisirs, il savait s'amuser, on va dire ça comme ça. Rapport à la bouteille un peu compliqué, et puis rapport à la violence qui déborde très très largement du ring. Donc effectivement, à l'époque, c'est une chose de donner un combat divertissant contre Bert Cooper, c'est autre chose de devenir champion du monde, surtout quand il y a de la concurrence autour de lui. Et donc, moi j'avais un souvenir, j'en avais un peu parlé déjà avec vous, mais j'avais souvenir du fait que Moorer avait marqué les esprits et qu'il était cité même en France parmi les successeurs possibles de Tyson après la défaite contre Douglas, au moment où on s'interroge en 90 sur les futurs prospects. Il est encore mi-lourd, mais il a un palmarès invaincu, il n'a que des victoires par KO, donc il excite un peu les imaginations. C'est vrai que le soufflet, à ce moment-là, est un peu retombé. Et Moorer sera toujours prisonnier de ce côté pas gérable, mélancolique, torturé par mélancolique, très mélancolique. De père. Et ça, évidemment, il devra faire sans, mais il n'est pas du tout dit à l'époque qu'il arrivera à obtenir de gros résultats. Parce que c'est une chose d'avoir une ceinture de poids lourd yo-yo dans les années, je sais pas, au début des années 2020, voire dans les années 2010 ou au caisse. C'est pas la même d'aller se frotter aux grands boxeurs américains et anglais de l'époque. Donc en effet, c'est un point d'interrogation. Moi, à l'époque, j'avoue, je n'ai pas vraiment de hype autour de Moorer. J'ai appris à le connaître. Le premier combat que j'ai vu avec lui, c'est ce fameux combat terrible retransmis à l'équipe du dimanche contre Bert Cooper. Je me dis, c'est formidablement divertissant, mais je me dis aussi un petit peu de sérieux. Dans la catégorie, il y a quand même autre chose que lui. Et effectivement, et donc, avec Teddy Atlas, ils vont réussir, même si c'est dans la difficulté, à battre un certain Mike Evans qui les place comme challenger au titre, avec la WBA, avec l'IBF. Mais vraiment, je vous conseille cette lecture parce que la moitié du livre est consacrée à Michael Moorer.
la moitié du livre. Hein. C'est un livre sur le parcours de Teddy Atlas. La moitié, qui date de 2010 peut-être, ce livre, ou 2008, la moitié du livre est consacrée à Michael Moorer. Parce que en 93, il divorce mais plein de fois avec Teddy Atlas. C'est-à-dire, il s'enfuit, il revient, je veux dire, et parfois il revient alors que Teddy Atlas fait, bon, allez, il fait comme les autres, hein, Teddy Atlas, c'est tout, c'est fini, voilà, et alors que ça le met dans la merde, Teddy Atlas. Et puis, il y a des histoires, par exemple, avec Shannon Briggs, parce qu'il s'occupe, Teddy Atlas s'occupait de Shannon Briggs, ils vont du côté du Mississippi, et pour un combat pour Shannon Briggs, et avant le combat, il y a une grosse bagarre générale de Teddy Atlas contre des mecs, les rednecks du coin, une bagarre hallucinante, la police le cherche partout et tout ça. Ça arrive jusqu'aux oreilles de Michael Moorer qui appelle à la suite Teddy Atlas. Oh merde, j'étais pas là pour t'aider, ça m'aurait fait plaisir. Teddy Atlas, mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'es enfui du camp d'entraînement? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais en fait, Teddy, non, mais je t'aime, je veux revenir et tout ça. Et donc, des trucs proprement hallucinants, mais qui font que on va être en 94, Holyfield a récupéré son titre, et Michael Moorer apparaît comme ce mec, comment dire, qui peut prendre la tangente et qui est pas stable. Et donc, en fait, quand on refait l'histoire, Holyfield, pour sa première défense de titre, après l'avoir récupéré contre Nick Bowe, va prendre Michael Moorer, mais il va le prendre parce que il se dit, c'est pas un gros combat dangereux pour moi. Et c'est le cas. Et d'ailleurs, il y a une image symbolique qui avait beaucoup tourné sur Canal+, Christian, c'est la conférence d'avant-combat, où Michael Moorer en fait beaucoup pour essayer de se faire, non pas respecter, mais d'être pris au sérieux par les journalistes. Et il est en treillis militaire, et il dit oui, je suis motivé, et il tape comme ça la petite table, il tape comme ça, la table s'écroule, et donc sous le coup de sa puissance, mais au lieu de d'effrayer tout le monde, mais ça fait marrer tout le monde. Oui, et lui est surpris. Il est surpris aussi. Il casse la table et oh, qu'est-ce qui arrive? Mais c'est ce qui pouvait arriver de mieux à Michael Moorer dans cette période-là, d'affronter un boxeur comme Evander Holyfield, qui plus est au César Palace pour les titres des poids lourds IBF, WBA. Holyfield Moorer, je laisse cette affiche, elle est en bas dans ma salle de boxe, et c'est fantastique parce que quand on les voit tous les deux, surtout regardez les épaules de Holyfield. C'est un Holyfield transformé. Il a pris du muscle, il est vraiment en V, et on le reverra dans son combat. Ben voilà, tiens, la preuve de ce Holyfield il apparaît extrêmement puissant. Et c'est vrai que des gros combats qu'a effectué Michael Moorer, il fallait absolument en passer par Evander Holyfield. Et c'est vrai que quand on a Michael Moorer avec Teddy Atlas, et alors tout à l'heure, le capitaine parlait de Teddy Atlas et de cette fameuse scène, on en reparlera, mais c'est vrai que c'était à mourir de rire. C'est la face cachée, on dirait, de Michael Moorer. Il est capable de donner le meilleur, mais aussi je ne vais pas dire de laisser le pire de côté se dévoiler. Et c'est vrai qu'à certains moments, on a envie de lui botter le cul à Michael Moorer parce qu'il en fait beaucoup, et souvent, ou parfois, il n'en fait pas assez. Et c'est l'esprit de ce combat. C'est l'esprit de ce combat, Antoine, tellement moi, je suis devant mon écran, c'est Jean-Claude Boutier, c'est Christian Delcourt qui me parle, je suis à fond parce que Evander Holyfield est une immense star en 94, une immense star même en France, et on attend ce combat avec impatience sans vraiment savoir sur Michael Moorer, et on ne sait pas toutes ces histoires. Et arrive, et déjà symboliquement, qui rentre en premier dans l'arène extérieure du César Palace? C'est pas Michael Moorer, c'est Teddy Atlas. Et Michael Moorer est derrière, et il met d'ailleurs ses mains sur les épaules de Teddy Atlas. C'est Teddy Atlas qui est le mec déterminé, qui va de l'avant. Je trouve que c'est très, très symbolique, Antoine. Et on est sur un combat où, en fait,
je pense que dans l'histoire du sport, et pour tous ceux qui sont psychologistes du sport, parce que c'est une mouvance maintenant qui est très très forte, mais il n'y a pas de moment plus fort que la peur de gagner de Michael Moorer ce soir-là. C'est un cas d'école, puisque c'est un combat vraiment, comment dire, qui est psychologiquement et immense à analyser. Peut-être que sur le ring, c'est pas aussi immense que d'autres combats, mais psychologiquement, il y a des choses, Antoine. Ouais, c'est vrai que tu le diras, et Christian aussi mieux que moi, c'est le genre de combat sur lequel Atlas a joué un rôle extrêmement important, et plus encore. Mais quand on s'intéresse simplement à ce qui s'est passé sur le ring, déjà, effectivement, Christian, tu as fait allusion à Holyfield. Holyfield, il est très tanké. Pour autant, les deux sont pesés au même poids. Donc, c'est vraiment de la matière répartie différemment. Il y en a... Bien sûr. Ouais. Ils sont pas faits pareil. Ouais, c'est clair. Ils sont pas faits pareil. Alors qu'Antoine a frisé sur le poids, il va revenir notre Antoine, il n'y a pas de souci. Hop, je le mets comme ça. On continue évidemment. Et on continue sur l'histoire de ce combat. Antoine a un petit problème de l'internet. Ça arrive évidemment. Mais dans ce combat où, en fait, Holyfield démarre extrêmement bien. Et il domine en champion la chose, il le domine et finalement il y a même un deuxième round où Christian, et ben, sur un crochet court après un mouvement rotatif, et ben, Holyfield sèche notre Michael Moorer ce soir, se sèche et on se dit, premier knockdown, deuxième round, Holyfield va dérouler. Ouais, et on pense même que ça ne va pas aller très loin parce que Holyfield, on l'a dit, hein, quand on l'a vu avec sa carrure en V, il est donné favori à 2 contre 1. Hein, je me rappelle de ce combat. Et c'était d'ailleurs avec son entraîneur. Alors, on parlait de Teddy Atlas, mais il faut parler aussi du côté de Holyfield. C'est le premier combat avec Don Turner comme entraîneur. Et Holyfield, c'est vrai que dans la deuxième reprise, il le sèche avec un crochet gauche. Il y a une droite et un petit crochet gauche à la fin du deuxième round. Et alors, ça, c'est certainement le tournant du combat. On le saura à la fin quand on regardera la carte des juges. Parce que sur cette deuxième reprise, il y a quand même un juge, Jerry Roth, pour le nommer, et non pas pour ne pas le nommer, Jerry Roth, qui va donner une carte égalité 10-10 sur ce round-là. Et là, il y a un petit problème parce que à la fin, on le verra sur le résultat, ça change tout. Ça change tout, oui, ça change tout. Mais Michael Moorer, Antoine, au deuxième round, est véritablement en train de perdre ce combat. Alors que... il a fait un bon round, mais il s'est fait punir, comme l'a dit Christian, à la fin du round. Oui, tout à fait. Et il se fait punir et le combat continue, mais de façon... et ça, Teddy Atlas le voit tout de suite. Mais on voit que Holyfield, au lieu d'accélérer et d'en finir, décélère progressivement. Et comment dire, Jean-Claude et Christian le voient aussi. Alors que... Ouais, c'est un combat de fou, hein. C'est un combat de fou, même si ça décélère. Après combat, on sait toujours ce qui s'est passé. Les deux hommes, ils vont, et notamment Holyfield, être déshydraté. Ils sont mal. Moorer, il mettra 3 semaines à se remettre. Mais c'est dur. C'est un combat extrêmement dur. Quand ça touche, quand ça frappe, ça résonne. On parlait des coups tout à l'heure, des combats qui étaient vraiment bien télévisés. Nous, quand on est au bord du ring, ça fait mal. Et Jean-Claude, je me rappelle des coups. Et c'est vrai que ces deux-là nous ont donné quand même un bon combat, même si on a eu des passages de Michael Moorer où on aurait eu envie de lui botter le cul. Exactement, et cette envie, elle est vraiment répandue dans le Caesars Palace parce que, effectivement, de souvenir, je me souviens qu'il y a un 7e round où il y a des échanges à toi, à moi, qui vous ont fait vibrer. Mais au fil du combat, Teddy Atlas, qui connaît son boxeur, là,
Nous, on voit ça. Et on voit qu'il Ouais. s'énerve parce qu'il sait très bien qu'il a envie de botter le cul comme Christian et Jean-Claude. Il sait très bien qu'il peut faire plus, et arrive. Ouais, et là, j'ai une magnifique photo. Ouais. J'ai une magnifique photo. Regarde, Christian arrive à un moment, moi, je trouve assez génial. Et en tant que fan de Christian Delcourt, quand je t'écoutais, je trouve que c'est un de tes plus. Tu as beaucoup de moments, hein, on les aime, mais c'est un des moments assez uniques que tu as vécu dans ta carrière. C'est de nous retransmettre tous les discours de Teddy Atlas dans le coin du ring, ou un Teddy Atlas qui est obligé d'avoir des discours absolument magnifiques, shakespeariens, pour dire à Michael, mais Michael, tu ne peux pas perdre ce combat. Mais qu'est-ce qui se passe? Michael, tu ne peux pas. Alors, les amis, alors je vais essayer de sortir mon meilleur anglais possible, mais j'ai la transcription de ce que Teddy Atlas dit. Alors, le premier round, il s'énerve grave. Et qui s'énerve grave, et il lui dit, et ils sont encore debout. Et il lui dit, do you want me to fight? Do you? Tu sais, est-ce que c'est moi qui dois combattre à ta place? Do you want me to change place with you? Do you? Listen, this guy is finished. There comes a time in a man's life when he makes a decision. Make the decision to just live, survive, or he wants to win. You're doing what you're doing just enough to keep him off you and hope he leaves you alone. Tu vois, il lui dit, il va falloir que tu prennes une décision. Mais alors, c'est Shakespeare. Il arrive un moment dans la vie d'un homme où c'est où il survit, ou il gagne. Donc il dit, faut que tu gagnes. Là, tu le laisses survivre. Tu le laisses survivre. C'est absolument ce premier speech, Christian. J'ai encore le souvenir que toi-même, tu es ultra surpris par la densité philosophique de ce speech pour le secouer. C'est un grand souvenir de commentaire. Bah oui, parce que à chaque fois quand on rentre dans un coin, on se dit, on a vu la physionomie du round qui vient de se passer, et là on se dit bon, comment l'entraîneur va pouvoir le motiver, comment il va pouvoir le sublimer. Alors ça c'est un moment iconique là dans le coin. Même il lui dira, il s'assied sur le siège, je crois, à la 8e reprise. On lui dit, mais attends, mais c'est quoi? C'est moi qui vais combattre. C'est moi qui vais combattre. Mais c'était, ça me rappelle un Tyson Golota à Detroit aussi, dans je crois, la 2e reprise. C'était des moments hallucinants. Non, je veux bosser. Non, je veux plus. Non, je veux plus. Mais là, Teddy Atlas, il a vécu des situations difficiles avec certains de ses boxeurs. Et il sait que Michael Moorer, il n'y a que comme ça. En fait, il va essayer de toucher son orgueil, de le blesser, de lui dire, mais attends, si tu ne peux pas y aller, en lui disant, mais je vais prendre ta place. Teddy Atlas, c'est comme Michael Moorer, hein, c'est un fou furieux aussi. Hein. Ah, c'est un fou furieux. Teddy Atlas, c'est un fou furieux. Le mec connaissait sa vie, c'est vrai que c'est un fou furieux à cette époque-là. Il n'a vraiment pas peur. Et le combat continue où Michael Moorer n'en fait toujours pas assez parce que c'est en 2 temps. Il y a le premier pétage, il y a cette première minute de repos là où il y a ce grand speech, mais c'est pas assez en fait. Et là, il y a le encore plus gros pétage de plomb. Mais c'est un pétage de plomb, mais qui est en termes littéraires, Antoine, il fallait le sortir quand même, ce texte. Parce qu'il y a le deuxième, le round suivant, ou l'après-round suivant, je sais plus. Et là, il lui crie. Alors, imaginez, si vous avez la voix de Teddy Atlas, imaginez ce que je vais dire. Parce que la deuxième partie, c'est ça. You're lying to yourself, but you're gonna cry tomorrow. Tu te mens à toi-même et demain, tu vas pleurer. You're lying to yourself and you lie to you if you let you, and I lie to you if I let you get away with that. Tu te mens à toi-même et je me mens à moi-même si je te laisse comme ça. You're gonna cry tomorrow. Tu vas pleurer demain.
à cause de ce qui se passe. Do you want to cry tomorrow? Then don't lie to yourself. There's something wrong with this guy. Il dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec Holyfield. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Back him up and fight a full round. Voilà. Pousse-le et tu combats tout le round. Voilà. Et c'est vraiment là qu'il y a le déclic, Antoine, chez Michael Moorer. Mais ce déclic arrive dans les championship rounds. Hein. Ce déclic arrive dans... Et il y a quelque chose d'assez majestueux, je trouve, c'est que Moorer va sortir peut-être l'un des plus beaux jabs que j'ai jamais vu de ma vie. Et là, le jab revient. Et ça pistonne, et c'est d'une puissance. Waouh! Toute l'histoire du combat, c'est les crochets d'Holyfield, la boxe en série de crochets d'Holyfield contre la boxe en ligne de Moorer. Toute l'histoire de ce combat, c'est ça. Le premier quart du combat, les 3 premiers rounds, même si Moorer va bien démarrer le deuxième après la soufflante d'Atlas, c'est plutôt Holyfield. Le deuxième quart du combat, c'est plutôt Moorer. Le troisième quart, c'est plutôt Holyfield. Et le dernier quart, c'est plutôt Moorer. Et c'est plutôt Moorer parce que, en effet, il retrouve son timing. Holyfield, face à lui, il est fatigué. Holyfield, qui trouve toujours un second souffle, ne le trouve pas. Il sautille toujours sur place à la Holyfield, un peu comme un ours dansant. On a l'habitude, quand on connaît Holyfield, il reste pas, il reste moins avachi que les poids lourds d'habitude, mais il cherche son souffle. Il cherche son souffle et il n'arrive pas à enchaîner. Il n'a pas la dynamique, le dynamisme qu'il a d'ordinaire, qui fait qu'il peut mettre 5 ou 6 coups dans les combos. Là, il s'arrête à 1 ou 2. Il est crevé. Et Moorer, face à lui, brille. Et en effet, ce qui est le plus iconique dans le combat, c'est le 12e round, où Moorer est complètement souverain. Tu l'as dit, il impose un jab qui est limpide. Quand Holyfield raccourcit la distance, charge et essaye, il se fait contrer, il prend l'uppercut droit. Et les dernières secondes du combat sont assez géniales, parce qu'on entend les 3 coups. Et à ce moment-là, Moorer repousse une dernière offensive d'Holyfield, lui fait... Il le challenge, c'est-à-dire que pour une fois, il exprime un truc sur le ring, il lui fait et à la fin du combat, au dernier coup de gang, il lève les bras, alors que franchement, le combat est serré comme une feuille de papier à cigarette. Effectivement, tu comptes les rounds, il y a 50 façons de scorer, il n'y a pas de problème. Mais Moorer, il y croit. Il y croit, quelque chose à ce moment précis s'est libéré dans sa tête, et c'est peut-être la seule fois. Et c'est un moment, et effectivement, cette photo-là, elle est terrible, Captain. Cette photo-là, elle dit tout. Même si les points... C'est pas scandaleux de donner le combat à Holyfield. Malgré tout, la photo dit tout parce que l'histoire du combat, elle est allée à Moorer et c'est lui qui a accueilli Holyfield quand il était bon à prendre. Parce que Holyfield, et la suite du combat le révélera, physiquement n'était pas au mieux. Ça aussi trait au fait que, oui, mais il poussait beaucoup la mécanique. Hein. Christian l'a rappelé, hein, Holyfield. C'était quand même, lui aussi, c'était un petit châssis de base et c'était pas tout à fait naturel d'être tanké comme ça. Donc, Holyfield était bon à prendre. Moorer a fait le job et ça s'est passé, ça s'est joué à ça. Et sans Atlas, mais évidemment que Moorer gagne jamais ce combat. C'est vrai. Sans Atlas, il gagne jamais. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de fans. Nous aussi, on préfère le Moorer qui est destructeur, qui met ses adversaires KO, plutôt que le boxeur que Teddy Atlas attend sur le tabouret à la fin du 8e round pour lui dire écoute, moi je vais prendre ta place. Mais c'est vrai que ce combat-là, il est lunaire. Il est lunaire. Mais je me rappelle qu'on avait tirer tous les grands moments de ce combat-là, c'est ce qu'on faisait souvent, pour en faire un résumé. Et quand on regardait le résumé, on se disait, mais c'est un combat de fou. Ouais. C'était un combat de fou. Mais voilà, mais si vous enlevez tout ce qui s'est passé et qu'on n'a pas voulu montrer, alors maintenant, si vous voulez montrer que ce qui n'était pas bon à mettre en résumé, mais en résumé, c'était un combat de fou. Et alors, ça c'est la victoire de Moorer, qui sera un petit peu altéré après, parce qu'effectivement, on dit que Holyfield, il va tout de suite aller à l'hôpital. Il a été complètement déshydraté. On va s'apercevoir qu'il a un problème de ventricule qui sera diagnostiqué et qu'il a été au combat avec ce ventricule gauche, entre guillemets, malade. Donc voilà. Michael Moorer est un grand champion. Il a affronté un grand boxeur, mais il reste
des choses voilà, qui nous ont pas plu en fait à la fin de ce combat. Ouais, voilà, c'est une feuille de papier qui les sépare malgré tout ça, avec un Holyfield. Et bien la preuve qu'Holyfield avait une condescendance sur le cas Moorer en 94, qui ne faisait finalement pas si peur que ça, parce qu'il n'était pas dans les meilleures conditions. N'oubliez pas, anecdote, que en fait, c'était Holyfield qui avait Emmanuel Stewart dans son coin pour son rematch contre Riddick Bowe en 93, n'a pas Emmanuel Stewart dans son coin contre Michael Moorer. Tu as dit que c'était Don Turner. Don Turner. Pour une histoire de $100,000 Ouais. à payer, il n'était pas d'accord. Donc, il a été cheap, notre ami Evander Holyfield, ce soir-là sur Michael Moorer. Et en fait, ça s'est retourné contre lui. Mais moi, je trouve, indépendamment de ce qu'on est en train de vous expliquer, je trouve que ce combat-là sur Canal+, avec toi et Jean-Claude, Christian, ça reste un immense souvenir parce que avec Teddy Atlas, avec cette nonchalance et ce côté psychologiquement difficilement compréhensible de Michael Moorer, avec le Evander Holyfield, la star qui ne rayonne pas, je trouve que c'est un moment. Tu m'as fait vivre un moment, et on savait bien que c'était pas qu'un championnat du monde de boxe, c'était un moment, plus que ça, presque un moment littéraire. Et voilà. Et non, mais il y avait quelque chose de très très fort en plus, la pression que tu avais à traduire, et en même temps que tu traduisais, tu sentais que on était dans un moment qui n'était pas comme les autres. C'est génial, c'est un gant. Enfin bref, en tant que commentateur, je pense que c'est un souvenir incroyable. Ah bah oui, parce que l'histoire, bon, on est bien. Jean-Claude, c'était la Bible de la boxe. Et ce que j'aimais bien, bah, c'est effectivement aller chercher les petites histoires, raconter les histoires, la vie derrière le ring. Et c'est vrai que dans les coins, là, il se passe énormément de choses. Et quand on a des personnages comme Teddy Atlas dans un coin, alors là, ça devient théâtral. Ça devient théâtral. Et donc, l'impression, c'est une feuille de papier, nous a dit Antoine. Regardez le magazine anglais qui n'existe plus que seulement depuis quelques années à la sortie de ce combat. Regardez. The Champion Nobody Wanted. Voilà. Regardez. C'est cruel, hein. C'est cruel. C'est extrêmement cruel. Et Michael Moorer se retrouve avec les ceintures. Elle se retrouve avec, comment dire, le plus gros pactole du titre poids lourd. Et il va falloir il va falloir défendre ce titre alors qu'on se dit pourquoi pas une unification totale, revenir. Voilà, il y a Lennox Lewis qui est là et tout. Pourquoi il pourrait pas se faire ça? Et non, il y a comment dire, ce vieux briscard de George Foreman qui a fait des pieds et des mains à Bob Arum pour que Bob Arum fasse une négociation avec Dan Duva pour obtenir encore une fois une chance mondiale pour sa première défense de titre. Ça sera très mal vu encore une fois pour Michael Moorer de faire ce combat, mais ce combat va rentrer dans l'histoire malheureusement pour Michael Moorer puisque Big George qui disait qu'il finira par l'attraper avec sa droite, et ben c'est ce qui va se passer. Personne n'y croit. Et pendant 10 rounds, on a un display de Michael Moorer qui, là, exprime une magnifique boxe. Ça jab, ça tourne bien. Enfin, il est là. Il y a des séquences de Michael Moorer. Enfin, c'est à montrer dans toute école de boxe, mais on l'a complètement oublié parce que à un moment, et ça commence même, ça commence au 9e round. La dernière minute du 9e round, Foreman tape comme il le faut ou fait mal à Moorer et ça se voit. Et il le fait reculer. Et même s'il n'y a pas une grosse accuracy Foreman dans cette fin de round, on sent qu'il y a peut-être un moment de bascule. Le 10e arrive et puis il y a ce 1-2 qui est devenu légendaire. Et 20 ans plus tard, George Foreman redevient champion du monde des poids lourds. Et regardez, sur un coup, Michael Moorer est KO. Et ça,
Et ça, c'est absolument terrible parce que l'histoire est complètement sur autre chose et Moorer devient pratiquement insignifiant. Voilà. Mais c'est encore un énorme moment de cette année 94, Christian. Énorme moment, énorme surprise. Énorme surprise. Oui, énorme surprise. Et quand on est, je veux dire, jeune commentateur, même si ça fait déjà plus de 5 ans que je suis sur Canal, et qu'on voit Monsieur George Foreman pour un titre mondial, quand on regarde l'affiche, on peut remettre l'affiche, on voit, le titre, c'est World Heavyweight Championship. C'est championnat du monde des poids lourds. Voilà, il n'y a pas de titre pour Moorer ou pour Foreman. On les met sur un pied d'égalité, tous les deux, avec le même visage. On voit déjà, on voit le visage de Foreman. On comprend qu'il y a du poids en plus du côté de Big George. Et je me rappelle avoir eu la possibilité de faire une petite interview avec Big George Foreman avant le combat, qui était en survêt, très sympa, très décontracté. Franchement, Big George Foreman, avec Jean-Claude, quand on le voyait, on disait mais attends, mais il va pas nous faire la surprise, c'est pas possible. La seule façon de gagner de George Foreman, c'était de mettre KO Michael Moorer. Jean-Claude me l'a répété, mais 150 000 fois. Il me dit, s'il lui place sa droite, il le sèche, il va tomber. Et il se trouve que Michael Moorer, il lui a ouvert la porte aussi en se déplaçant, pas du bon côté. Il s'est déplacé sur la droite de George Foreman et il n'arrêtait pas de se déplacer sur cette droite à ce moment-là. Et c'est ce qu'il a perdu. Parce que quand il frappe George Foreman, ce sont des enclumes qui partent. Et on a été vraiment surpris. Le bruit a été terrible. Et alors, encore plus après, l'ovation et le ouah de la salle. C'était quelque chose d'hallucinant quand. La voix de Michael Buffer, Christian. Ah oui. La voix de Michael Buffer. Ah oui, et la voix de. Alors, elle y était déjà quand il a annoncé donc, et présenté les deux boxeurs, et notamment George Foreman sur le ring. Mais quand George s'est agenouillé dans son coin, levé la tête au ciel, se dire, ça y est, il remerciait son Dieu là-haut, ça, c'est un moment inoubliable. Inoubliable. Et voilà, et donc, Mais on pourra dire que Michael Moorer s'est fait battre par lui-même, hein. Cette erreur technique, voilà, alors qu'il avait présenté une magnifique boxe par le passé, mais ça, avec le chaos, tout ça n'a plus de sens. Tout ça n'a plus de sens et George devient éternel pour toujours, Antoine. C'est l'histoire d'un traquenard très très intelligemment élaboré par George Foreman, qu'on a longtemps présenté à tort comme un type gentil, un peu illuminé, etc., mais qui a toujours su très bien ce qu'il faisait, en tout cas dans sa carrière la plus récente. Effectivement, Moorer, à l'époque, est un type, la une anglaise le rappelle très bien, personne n'en voulait. Inversement, Foreman, il est sympa, il a un gros capital sympathie, il vend des grilles, il a sa sitcom. Énorme star. Il a une aura complètement colossale. Et il ne faut pas oublier que, certes, Haroum lui donne le combat parce qu'il insiste, mais à l'époque, il n'a pas boxé depuis 17 mois. Ouais. Et 17 mois avant, il s'est fait jongler par Tommy Morrison. Et on en a parlé ensemble. Voilà. Donc c'est Foreman, quelque part, fait une espèce de tour de magie, parce que c'est un peu bizarre de lui filer une chance mondiale à ce moment-là. C'est un peu particulier. Sauf qu'effectivement, il est tout ce que Moorer n'est pas. Et il va avoir cette façon à la fois de présenter un visage débonnaire, le visage de Foreman, le mec qui fait rire tout le monde en disant qu'il achète, qu'il est son premier client pour les grilles, etc., etc. Bon, il a cette image dont Christian nous a parlé. Et puis, il est plus malin que ça, parce que arrive le moment. Alors déjà, pendant tout l'avant-combat, il y en a un qui se méfie, c'est Atlas. Et Atlas, il le raconte, il durcit les conditions du camp d'entraînement de Moorer, il le fait se lever 1 heure plus tôt, il rallonge le camp d'1 semaine, il se dit, il va pas falloir se rater, on a Tyson qui va sortir, et on a des gros combats à venir, on ne va pas tout foirer pour ce combat-là. Et il a très bien compris, Atlas, parce que c'est un psychologue, que Foreman sent qu'il y a un truc. Foreman, il a senti l'odeur du sang. Ce n'est pas pour rien s'il s'est démené. Il a senti le truc. Donc,
Atlas essaye de mettre Maurer sur les bons rails. Et quelque part, il y arrive, parce que Maurer est plutôt dans une bonne condition physique lorsque arrive le combat. Il sera capable de dérouler. Et il déploie sa boxe. Il y a des rounds, notamment le 5e, où il déploie une très belle boxe. Il le prépare, en tout cas physiquement, il le prépare très intelligemment. Et au moment où arrive le week-end du combat, au moment où arrive la dernière conférence de presse déjà, Atlas tient à ce que Maurer retire ses lunettes noires et regarde Foreman dans les yeux, parce que Foreman a une espèce d'ascendance sur lui. Et Foreman va un peu étonner son monde en conférence de presse, parce qu'il va sortir de l'image du gentil Georges et il va dire, voilà, moi je suis pasteur, en gros, Dieu m'a eu une dérogation pour déroger au sixième commandement, et s'il le faut, j'aurai le droit de tuer quelqu'un. Bon, il y a un côté quand même, il durcit, il muscle le jeu à un moment où on ne l'attend pas trop, et il a passé tout son combat à préparer. Et d'ailleurs, excuse-moi Antoine, mais dans cette conférence de presse, Christian, celui qui se prend le bec avec George Foreman, qui va à son épaule le pousser, c'est Teddy Atlas. Teddy Atlas, il connaît toutes les ficelles du métier. Hein. Il connaît bien un vieux briscard comme Foreman, il le comprend, il le calcule parfaitement. Et évidemment, toute la préparation des deux côtés se fait sur le postulat évident qui est que le combat est joué à une droite près. Et pendant toute la préparation, Maurer s'entraîne à éviter la droite, il le dira après le combat. Pendant tout le combat, Foreman réfléchit à la façon dont il la mettra. Et donc, pendant 6 rounds, il envoie des jabs un peu mous, un peu merdiques, parce que Foreman a d'habitude un jab assez solide, mais il envoie un jab sans beaucoup de conviction, il envoie très peu sa droite, etc. Et c'est à partir de la deuxième partie du combat, et en particulier à la fin du 9e, qu'il envoie sa droite sur un Maurer qui commence à être un peu fatigué, à être un peu... Et là, il gère le truc intelligemment, et Maurer aura la lucidité, après le combat, de dire, effectivement, on savait que la droite, c'était le danger, je me suis entraîné à l'éviter, ça a marché à l'entraînement, ça n'a pas marché sur le ring. Et il a une réaction, alors qu'il vient de subir une des pires humiliations de l'histoire de la boxe, parce que ça porte un nom, hein. C'est une des pires humiliations de l'histoire de la boxe. Eh bien, il a une lucidité étonnante chez un personnage qu'on croit instable, etc. Il n'a pas honte de se présenter devant les caméras. Il dit, tactiquement, j'ai merdé. Et il dit, j'ai un regret, c'est que mon fils a pleuré. Voilà. Mais il n'est pas... aussi mortifié. Quand on voit qu'aujourd'hui, effectivement, la mode, quand un combattant a perdu, c'est de sécher la conférence de presse, Maurer, il va plutôt en bonhomme. Alors évidemment, il n'est pas glorieux, hein, mais je mets plutôt ça à son crédit. Non, c'est vrai. Et là, on s'aperçoit que c'est quelqu'un en fait de très intelligent, de très articulé, Michael Maurer, et aussi une sorte d'observateur. Et en fait, c'est un mec qui se met à distance même presque de lui-même et de l'événement. Et c'est pour ça que c'est dur de l'impliquer véritablement. Mais oui, effectivement. Et comment tu ressors de ça? Et c'est là aussi, parce qu'il a raison, Antoine, c'est l'une des grandes humiliations de la boxe quand on regarde de son côté. Comment tu te remets de ça? La plupart des boxeurs ne s'en remettent pas. Et il faut rendre crédit, et c'est là où notre discussion a du sens, pour vous faire comprendre où se place le crédit de Michael Maurer. C'est d'avoir continué malgré tout. Parce que normalement, je veux dire, c'est trop... Se remettre de ça, je trouve ça assez compliqué. Et donc, en fait, on va... Vas-y, Antoine. Christian. Juste pour la petite histoire, parce qu'on n'en a pas parlé, mais à l'époque... je crois que j'en avais parlé dans le commentaire. Il avait bien préparé son combat, George Foreman. Hein. Il se rappelait que 21 ans plus tôt, à Kingston, en Jamaïque, il avait battu Frazier et qu'il était arrivé sur le ring avec le même short et un short de vainqueur. Voilà. Ouais. Le short, ce short-là iconique qu'il ne remettait pratiquement plus. Il l'avait remis une fois ou deux depuis son retour en 87. Mais il n'avait pas utilisé ce short-là contre Evander Holyfield. Mais il l'utilise contre... Et puis... Alors, cruellement, il porte les couleurs du Krank ce soir-là, cruellement, Maurer. Cruellement, il se fait déshabiller avec les couleurs du Krank. Exactement. C'est absolument fou. C'est un moment fou de boxe, on vous rappelle, mais vraiment, la voix de Michael Puffer à l'annonce... C'est sans pareil. Et donc, qui est-ce qui est au commentaire? Parce qu'au commentaire, il y a un blanc et le mec dit « It happened ». C'est Jim Lampley sur HBO. C'est Lampley. It happened. It happened. C'est absolument incroyable. Et
Et c'est fou. Enfin, Première défaite Christian, en carrière, hein, juste pour Ouais. reboucler avec la Oui, statistique. oui. C'est sa bien sûr. première défaite en carrière. Sa Sa première première défaite défaite. en carrière, c'est une des plus grandes humiliations de l'histoire de la boxe. Ouais. Et donc, tu dois recommencer de zéro alors que le monde de la boxe poids lourd est en effervescence, mais d'une folie. On ne refait pas l'année 95. Voilà, Christian, je veux dire, c'était la folie totale avec le retour de Mike Tyson. Les poids lourds, Ouais. c'est une folie totale. 95, on oublie Michael Moore, on l'oublie. En fait, on va le retrouver, alors qu'il continue, toujours avec Teddy Atlas. Toujours avec Teddy Atlas. On continue le chapitre Teddy Atlas et ça a son importance. Et on va le retrouver, en fait, et là, il va faire quelque chose qui déjà ne se faisait plus à l'époque, se fait encore moins maintenant. C'est qu'il y a une possibilité de récupérer un titre, le titre est divisé, tout ça, de récupérer une ceinture, de redevenir, au lieu de dire champion, on va dire title holder, mais il faut aller en Allemagne. Il faut aller en Allemagne. Et on oublie encore comment le marché allemand, Christian, était un marché extrêmement puissant, parce que dans un stade de foot, et je crois que c'est à Düsseldorf, À Dortmund. Dortmund, alors le stade de Dortmund, là, le stade mythique, Au Westfalenstadion. de Dortmund, et ben, il va affronter Alex Schulz. Et alors, en Allemagne, Alex Schulz est une immense star. C'est une immense star. Et on l'oublie, et il se fait voler contre Big George, Alex Schulz. Absolument. Et on peut considérer qu'il se fait aussi un peu voler contre François Botha. Oui, c'est un no contest, mais il se fait un peu voler, oui, parce que comprend, il avait perdu. Voilà. Et donc, Alex Schulz, c'est une soirée pour qu'il ait enfin le titre, pour que la star allemande ait enfin le titre. Voilà. Mais dans un combat de pugilisme, c'est très appréciable de voir des boxeurs, parce que Alex Schulz, c'est toute la boxe de l'Est de l'Allemagne, de l'ex-Allemagne de l'Est aussi. Tu vois, c'est un boxeur, il y avait un pédigré de boxe, malgré tout. Et donc, ils vont se boxer. Ils vont pas se faire la guerre, ils vont se boxer encore dans un combat compliqué, très serré. Honnêtement, très compliqué. Et quand tu parles de combat, alors déjà, bon, c'est vrai que les boxeurs américains, les voir s'exiler, aller à l'étranger, compliqué. En Allemagne, on l'a dit, voilà, ils savent faire les choses, ils ont la puissance des télés qui vont retransmettre ces combats-là sur des chaînes publiques et qui vont faire de l'audience. Alors, dans le stade, il y a 21 000 spectateurs. Du côté d'Axel Schulz, face à Moorer, c'est l'un des plus grands combats depuis 1966. C'était ça en faisant les recherches en 66, où Mohamed Ali était venu en Allemagne. À Munich, pour combattre un boxeur du nom de Mildenberger. C'était en septembre 66. Alors, quand on se retrouve, on va dire 30 ans après, avec Michael Moorer face à Axel Schulz, on connaît la ferveur des supporters et du monde là-bas. Mais Michael Moorer, voilà, il a à ce moment-là fait le combat qu'il fallait. Alors, Axel Schulz, c'est pas non plus je veux dire, la super locomotive des poids lourds dans cette année-là. Non. Mais voilà, il faut venir le défier en Allemagne. Et il y en a beaucoup. Hein. On a eu des boxeurs français qui sont allés en Allemagne dans cette décennie pour aller défier des Allemands. Voilà, ça n'a jamais été très facile. Jamais très facile. Combat hyper serré, mais à la boxe et de façon à appliquer, Moorer ne craque pas et gagne de peu. C'est un peu à la Moorer, j'ai envie de te dire. Et il gagne de peu, mais surtout récupère un titre. Et regarde le titre IBF, Antoine. Il gagne en fait au jab, comme c'est son capital le plus précieux. Face à lui, Schulz n'est pas vraiment un jabber. Schulz, c'est il a une corpulence, on va dire, moyenne pour un lourd. C'est un type qui pour le coup, ne jappe pas beaucoup. Lui, il envoie plutôt du crochet gauche et du cross. C'est plutôt ça son truc. C'est pas un frappeur, Schulz, heureusement. C'est pas un cogneur. Il a peu de victoires par KO dans son palmarès. Et en effet, on est bien placé, Christian, tu l'as rappelé, il y a pas mal de Français qui sont allés en Allemagne, parfois pour s'y faire un peu enfumer. Schulz lui-même s'y connaissait en enfumage parce qu'il avait quand même souffert contre Foreman et puis contre Botha.
Et après le combat, il est sport. Schultz reconnaît que voilà, c'est pas honteux de donner le combat à Moorer. Donc ça veut dire quand même ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le combat Moorer l'a quand même mérité. Alors c'est toujours compliqué de scorer les combats où un gars domine en jab et l'autre puissant, parce que ça dépend des proportions, etc. Bon, mais vous voyez les images du combat, c'est pas scandaleux de le donner à Moorer. Après, là encore, c'est poussif, hein, c'est pas flamboyant. Non, c'est poussif, c'est flamboyant, mais il fallait le faire. Il fallait le faire dans des conditions il était obligé de se soumettre à ces conditions-là. Et il a le rapport de force, évidemment, mais il le fait. Et donc, il revient dans la danse. Et sur Showtime, mon cher Christian, dans une soirée légendaire encore, parce que en fait, il va être en sous-carte pour défendre ce titre de Tyson contre Holyfield en novembre 96 pour affronter Bottas. Et là, en fait, on voit que peu à peu, Michael Moorer revient bien parce que en fait, ce combat-là, c'est un combat aussi où Teddy Atlas s'arrache les cheveux parce que finalement, à chaque accélération technique de Michael Moorer, chaque accélération technique, notamment avec ce sublime uppercut, eh ben, ça cogne très dur et ça envoie plusieurs fois Bottas au tapis. Mais il faudra quand même attendre le 12e round pour l'arrêt de l'arbitre, un arrêt parce que Bottas s'en prend beaucoup. Mais je pense qu'un Moorer encore plus en confiance aurait pu le terminer avant. Mais encore une fois, de façon un peu laborieuse, il fait durer le combat alors qu'à chaque fois qu'il touche, il fait mal. Oui, c'est un combat où il y a quand même pas mal de voyages au tapis. Bottas y est allé, je crois, dans la 3e reprise. Je crois qu'il y va 4 fois. Ouais. Oui, dans la 3e reprise, ça c'est sûr. Il y va 2 fois dans la 11e reprise. Donc il est quand même secoué, il est coupé aussi. Et Bottas, on sait que c'est quelqu'un de solide. Mais bon, on a un Michael Moorer qui combat effectivement dans cette réunion où il y a Holyfield et Mike Tyson qui combattent dans une carte qui est vraiment le combat. Voilà, pour le coup, c'est le combat de la décennie. Il se dit que quoi qu'il arrive, j'ai ma place, si je l'emporte, j'ai ma place pour affronter de nouveau Evander Holyfield ou Mike Tyson. Ça, c'est dans les plans de Michael Moorer, c'est sûr. Effectivement, et il fallait le passer à ce moment-là, Antoine, contre Bottas. Je recommande les images de Bottas qui monte sur le ring, enveloppé dans sa magnifique peau de bison blanc. Là. C'est remarquable. Il y a un swag phénoménal. Enfin, moi, j'aime ce spectacle. Après, t'as envoyé la photo. Il a une carte, il a un palmarès invaincu à l'époque. Il a 35 victoires. Bon, mais il a beaucoup boxé en Afrique du Sud. La qualité de l'opposition, c'est pas forcément là. Contre Schultz, il y a eu embrouille. Enfin bon, bref, c'est pas la sécurité sociale. Et dès le premier round, tu t'aperçois quand même qu'il y a un monde techniquement entre les deux boxeurs. On va pas se mentir. Hein. Bottas, c'est une masse. Alors, il a ça pour lui. C'est une masse. Il a un menton de poids lourd. Il a une corpulence de poids lourd. Mais ça va pas. Il bouge pas bien la tête. Il se protège mal. Il prend à peu près tout ce que lui envoie Moorer. Ce qui est miraculeux, c'est qu'il est tenu jusqu'au 12e, en effet, pour être tout à fait clair. Et Moorer, face à lui, se régale, parce qu'à la fois offensivement, mais aussi défensivement, il fait beaucoup de retraits, d'esquives, etc. Ouais. Il en fume beaucoup, Bottas. Pour la petite histoire, au moment de l'arrêt, si je ne dis pas de bêtises, Bottas est en avance sur une des cartes, ce qui est très étonnant. Très, très, très étonnant. Parce que franchement, il y a un monde entre les deux. Alors, c'est vrai aussi que Moorer, on l'a dit, on l'a répété, est un garçon qui prend régulièrement des pauses clopes pendant ses combats, enfin, ou des pauses pipi ou des pauses ce que vous voulez. Bon, parfois il se repose, tu sais pas trop pourquoi. L'intensité baisse d'un coup et bon. Mais pour le coup, oui, c'est une victoire. Ça fera partie des bonnes victoires de Moorer, mais le challenge n'était pas colossal. Après ce soir-là, parce que tu l'as rappelé, Captain, c'était une soirée importante, il fallait pas se rater. Et il s'est pas raté. Voilà. Ah ouais, il y avait une pression quand même, il fallait pas se rater, effectivement. Et puis arrive ce qui arrive dans l'histoire des poids lourds, avec le duel entre Holyfield et Tyson, et qui arrive alors que Michael Moorer garde son titre, et c'est important qu'il garde ce titre à cette période-là, en 97. Et après le fameux épisode de l'oreille, on se remet à peine de nos émotions. Mais il faut quand même que le champion, le champ, revienne sur le ring. Et Evander Holyfield, qui est absolument magnifié d'une aura de champion et en plus de victime, voilà,
va faire ce combat. Holyfield contre Moorer 2 en novembre 97 au Thomas & Mack Center. Combat finalement très attendu parce qu'on tente de réunifier le titre, c'est génial, c'est une unification. Michael Moorer à la pesée, il est quand même déterminé. Et puis c'est un rematch et comment dire, malheureusement pour Michael Moorer, c'est un rematch, mais que en aucune façon il peut gagner parce que Holyfield a tellement envie de prouver des choses. Les gens ont déjà oublié le premier combat contre Moorer, mais pas Holyfield. Pas Holyfield. Et dans un combat qui est un combat technique vraiment superbe, où ça tape très très fort. Ça tape très 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 fort. Et c'est le Holyfield, l'immense boxeur que est Holyfield, c'est-à-dire un énorme contreur. Il est immense. Et Holyfield qui a les ouvertures, qui les voit et qui déploie sa boxe, ça fait extrêmement mal. Alors que Moorer essaye, il va plusieurs fois au tapis pour un dernier voyage qui est assez symbolique et fort. Regardez, l'image est forte. L'image est très très forte. Combat, tu es au bord du ring, Christian. Combat, je pense combat que tu attendais beaucoup parce que c'est des boxeurs que tu aimais beaucoup, mais l'ambiance est totalement différente du premier combat, Christian. Oui, totalement différente parce qu'on est passé, quand on passe par Holyfield Tyson, on a envie de voir autre chose. On a envie de retourner à la boxe. C'est pas que le deuxième combat, c'est ce fameux épisode de l'oreille mangée de Holyfield et de ce ring qui avait été envahi. On a envie, c'est vrai, de retrouver de la belle et de la bonne boxe. Mais il se trouve que Holyfield, on vous l'avait montré sur la photo quand l'arbitre le reprend dans ses bras, il y a toute la rage d'Evander Holyfield. Il s'est dit, là, ça y est, là, c'est mon heure. J'ai battu Tyson 2 fois. Je bats Michael Moorer. Je suis vraiment le champion parce que Evander Holyfield, il a couru pendant des années avec la vraie reconnaissance. Il a fait des combats d'anthologie contre Riddick Bowe notamment, mais il avait perdu le premier. Il a été battu, il est redevenu champion. Et Evander Holyfield, après toutes ces années et toute cette décennie, il est toujours présent. Et c'est ça qui fait la force de ce combat, avec un Evander Holyfield qui va gagner, je crois que c'était sa 24e victoire par KO. C'est surtout de l'emporter avant la limite qui devient très fort pour Holyfield. Effectivement, mais c'est un moment très fort chez Holyfield. Moi, je me souviens de tes commentaires, je me souviens aussi de la réception, notamment dans les journalistes français, l'équipe et tout ça. Cette domination d'Holyfield dans un combat qui a des moments plus équilibrés que l'image qu'on en a. Attention, mais c'est le Holyfield qui est en pleine plénitude de son caractère, si je puis dire, Antoine. Ouais, d'ailleurs, le public, les bookmakers ne s'y trompent pas, qui donnent Holyfield plus largement favori qu'au premier combat. Il est favori à 2 contre 1 au premier combat, là il est à 3,5 contre 1. Par ailleurs, il ne faut pas oublier non plus que Moorer n'a pas préparé ce combat dans les meilleures conditions, puisqu'il est séparé d'Atlas. À ce moment-là, Atlas qui a jeté l'éponge après le combat contre Von Bin qui a précédé, en disant j'ai vu que ce D'Amato acceptait de se faire maltraiter par un boxeur. Je ne me ferai pas maltraiter par un boxeur ou aussi mal que lui. Il faisait référence à D'Amato et Tyson probablement, mais donc c'est Freddie Roach qui est dans le coin de Moorer. Et Freddie Roach, c'est un bon entraîneur, mais il n'est pas magicien. Et en revanche, pour Moorer, c'est quand même une occasion intéressante. Il a toujours dit, d'ailleurs, qu'il ne boxerait pas vieux. Et c'est un cash-out intéressant, ce combat. Parce que la star, c'est Holyfield. Donc, on propose 20 millions à Evander, mais lui, il en fait 8 sur ce combat-là, ce qui est une jolie enveloppe. Donc, franchement, l'occasion est plutôt pas mal. Et en effet, paradoxalement, quand vous regardez les commentaires autour de ce combat, et même quand vous regardez les rounds eux-mêmes, vous vous apercevez que
Moorer est mis KO, mais il va en retirer un certain respect. C'est une défaite qui est moins honteuse que celle contre Foreman, parce que déjà Evander est dans de bien meilleures dispositions qu'au premier, mais en plus, puis il n'a pas 45 ans. Et puis, les 4 premiers rounds, tu l'as dit, Captain, ne sont pas honteux pour Moorer. Pas honteux, au contraire d'ailleurs, il fait mal à Holyfield, il surprend Holyfield en lui glissant un crochet à la fin du premier ou du deuxième, je ne sais plus, mais il arrive finalement à contrer intelligemment. Il doit plus se défendre qu'au premier combat. Holyfield a récupéré toute sa dynamique et il est capable d'enchaîner les crochets, il est capable d'imposer des séquences très intenses à Moorer, mais c'est pas du tout honteux. Et en plus, ne l'oublions pas quand même, mais justement, si dans les 2 derniers rounds, Moorer va au tapis 4 fois, il se relève 4 fois parce que c'est le docteur qui va l'arrêter pendant la pause du 8e round, si je dis pas de conneries. C'est le docteur qui l'arrête, ce n'est pas lui qui abandonne ou qui reste par terre. Vraiment, il a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire donner une réplique correcte à Holyfield et attendre l'ouverture. Malheureusement, à ce moment-là, il n'a pas les armes tout simplement pour... je pense que ce combat-là, ils le font 10 fois, Holyfield le gagne 10 fois. Il n'a pas les armes pour contrarier Holyfield, mais pour utiliser une expression pugilistique que les Américains aiment bien, il part sur son bouclier sur ce combat-là, comme un viking. Il ne part pas honteusement. Je trouve que ce combat est cette défaite-là est plutôt honorable. Ouais, mais vas-y, Christian. Bah oui, juste quand on voit la ceinture de celui qu'on appelle le Warrior, c'est vrai que là, Holyfield, c'est un vrai guerrier et que quand on combat un guerrier comme Holyfield dans la plénitude de ses moyens, voilà, Moorer était en dessous. Moorer a jamais réussi à passer la vitesse supérieure et c'est vrai que un Holyfield à l'apogée, je dirais même de sa carrière, parce que c'est vrai que quand on combat Tyson 2 fois en moins de 6 mois et Michael Moorer, voilà, ça vous laisse une trace sur votre palmarès. Effectivement, mais pour Michael Moorer, c'est ça va être une période assez dure. Effectivement, le divorce Teddy Atlas prouvait bien que psychologiquement, il est toujours pas heureux, voilà. Même si Freddie Roach a essayé de faire du bon boulot et que ils resteront assez amis avec Freddie Roach, il va arrêter la boxe. Mais et preuve qu'il n'a jamais été vraiment une star sur laquelle on s'est penché, c'est qu'il arrête la boxe, mais que tout le monde s'en fout en fait. Et tout le monde s'en fout et c'est une sorte de disparition, il disparaît. Voilà, et alors il dit qu'il avait besoin de disparaître pour régler tous ses problèmes d'alcool notamment, qu'il règle à cette période-là. Mais les années 2000 arrivent, et là il recommence la boxe, mais il recommence la boxe d'une façon assez humble, puisqu'il dit, quoi qu'il arrive dans cette nouvelle carrière, je continue la boxe parce que ça me fait du bien et pour essayer de sortir mon nom de la meilleure des façons. Donc c'est une approche il n'est pas la chasse à un titre quand il revient à la boxe, mais pourtant il va arriver à un match-up hyper dangereux qu'il accepte quand même, c'est contre David Tua. On est encore une fois, ça lui aurait réussi contre Bert Cooper, on est au Trump Taj Mahal de Atlantic City, contre David Tua. Il accepte ce combat. Alors, il accepte ce combat contre Tua parce qu'il se dit, je suis un boxeur technique, j'ai vu ce que faisait un Chris Bird contre Tua. Puis-je faire la même chose? Pourquoi pas? Parce que Chris Bird avait quand même réussi à jongler Tua. Ça avait été surprenant. Chris Bird est absolument incroyable. Allez voir mon interview avec lui. Tua aussi nous avait refroidi, nous avait vraiment déçus dans cet acte manqué face à Lennox Lewis un an et demi plus tôt, 2 ans plus tôt. Et donc, voilà. Mais le problème de Tua, cet énorme puncher, c'est que ils étaient amis en plus. Hein. Tua et Moorer se connaissaient, avaient déjà sparé ensemble et surtout se respectaient énormément, étaient super amis. Mais là, c'est assez catastrophique symboliquement parce qu'en fait, il n'y a pas de combat. Non. Il n'y a pas de combat, c'est-à-dire que le combat commence, Tua direct, boum, au corps, boum, boum. Ça fait tout de suite reculer vers les cordes
Et là, il y a un crochet sec. Bam! Et là, c'est comme un ordinateur que tu éteins. Moorer tombe et tombe en plus à la renverse sous la corde du bas. C'est symboliquement très fort parce que on avait oublié Michael Moorer, on le retrouve là. Bon, c'est un KO highlight et c'est absolument terrible, quoi. C'est absolument terrible. Il dira un petit peu après, notamment après ce combat, que David Tua, c'était la puissance à l'état pur, le plus grand et le meilleur puncher qu'il ait rencontré. Holyfield, oui, il frappait fort. François Botha, pareil, ça frappait fort. Mais Tua, lui, il savait délivrer la puissance. Et avec son court gabarit, c'est sûr que quand ça vous attrape, ça fait puissance 10 par rapport à d'autres boxeurs. Tua, c'était sa qualité essentielle. Et Moorer l'a appris à ses dépens. Ouais. Dans 25, comment toi tu analyses ces 25 secondes, Antoine? Bref, comment expliquer ça? Je crois que déjà à l'époque, Tua croit encore en son avenir, tandis que Moorer n'est pas dans les mêmes dispositions d'esprit. Tu as rappelé où est-ce qu'il en était, et ça s'est évidemment bien senti. Je pense que de base, les deux mecs sont pas là pour la même chose. Et puis, très simplement, Moorer, après son comeback, il est un peu plus lourd quand même qu'il ne l'était. Son hygiène de vie n'est pas géniale. C'est pas, même s'il n'est pas vieux techniquement, tu l'as rappelé en montrant le Tale of the Tape, il n'est pas très vieux, il a 34 ans, c'est un vieillard. Mais il est sûrement pas aussi affûté, volontaire, saignant, mordant que toi, et ça s'est vu. Là encore, c'est un peu dommage. Un KO à la première reprise, ça fait joli sur aucun palmarès naturellement, mais c'est évidemment un peu triste pour Moorer parce que putain, il n'avait pas besoin de ça. Il avait déjà été grotesque une fois. C'est pas simplement, on aurait tort de lui tenir trop rigueur de cette défaite-là parce que elle fait partie. Un petit peu Antoine qui a le flux internet à la Michael Moorer. Il est là, il n'est pas là. Il est là, il n'est pas là. Le flux internet. Est-ce que je suis de nouveau là? Oui, c'est là. Non, mais il faut, c'est une défaite à rapprocher des défaites sur le tard d'un Roy Jones ou voire d'un Ray Robinson si tu vas par là. C'est-à-dire que pas trop lui tenir rigueur de cette défaite-là. Objectivement, sa date de péremption était passée. Ça l'a pas empêché, tu vas peut-être en parler, de réaliser un ultime coup d'éclat sur le tard. Mais c'est pas. Vous faites pas de mal en allant regarder. C'est rigolo les gros KO, mais c'est un peu triste. Allez pas regarder ça, les pirates, si vous l'avez pas vu. C'est pas d'une utilité. Regardez plutôt le KO de Tua sur John Ruiz parce que celui-là, il m'a fait kiffer. Ah ouais, et tout. Et tu vois, ça a aussi un personnage qui aurait dû avoir beaucoup plus. Et c'est vrai que son combat contre Lennox Lewis, ça fait beaucoup de mal à sa réputation, alors que c'était quelque chose quand même, David Tua. C'était quelque chose, et il nous a fait vibrer. Mais concernant Michael Moorer, qui lui-même est en des dispositions psychologiques d'acceptation de continuer une carrière qui ne sera pas sur les spotlights, il le dit lui-même, voilà. Mais, comme tout grand boxeur, il trouvera 2 ans plus tard sa rédemption. Dans une toute petite soirée boxe, mais qui avait beaucoup de charme, chez les poids lourds, il va normalement être mis en face d'un mec qui est là pour gagner, et donc Moorer est là pour perdre. C'est le champion olympique et champion aussi du monde chez les pros, qui est Vassili Girov, qui est un grand champion olympique, qui avait une grosse carrière américaine, notamment chez les cruiserweight, avant de passer chez les lourds. Chez les lourds, il avait fait, malgré son petit gabarit, il avait fait forte impression face à un prospect. Et contre Michael Moorer, il voulait simplement prendre le nom d'un ancien champion du monde, et continuer sa carrière. Et en fait, c'est pas ce qui va se passer dans un combat technique et compliqué, gaucher contre gaucher. En fait, Michael Moorer va lui donner tout un combat compliqué à Girov qui ne sera jamais à l'aise, qui fera beaucoup de dirty, qui mettra beaucoup de coups de tête. D'ailleurs, il y a un knockdown sur Moorer. Moorer est compté alors qu'il a reçu un coup de boule et qu'il a mis un genou à terre
en montrant qu'il avait reçu un coup de boule, il se fera quand même compter. Et, voilà, mais Moorer donne, grâce à sa boxe et grâce au reste de sa boxe technique, donne le change comme il le faut à un Girov et surtout en bon professionnel, va réussir à construire l'espace pour placer sa gauche comme il le faut. Et il arrivera au 9e round et il va mettre KO Girov. Alors c'est un combat qui est oublié, c'est un combat qui était une petite soirée, donc ça reste pas dans les livres d'histoire, mais Michael Moorer, qui recherchait c'est une rédemption par le ring, la trouvera avec ce combat contre pas n'importe qui, encore une fois. Pas n'importe qui. Hein. Il n'y a pas beaucoup qui ont battu Girov. James Toney l'avait fait juste avant. Il est allé au bout de lui-même. Michael Moorer le fait aussi dans un combat serré, mais où Moorer montre vraiment de belles qualités et montre à quel point, en tant que gaucher, ça a été un immense gaucher. Et c'est pas pour rien qu'il a été le premier gaucher poids lourd. Et même s'il continuera encore, il y aura aussi un coup d'éclat face à un prospect qui s'appelait Cliff, quelque chose qu'il arrivera à mettre KO encore. Il finit en fait sur l'image d'une rédemption. On peut dire que sa carrière finit sur cette image-là, et qui est une image positive en fait, qui est une image positive et qui montre que c'est un boxeur quand même d'assez grand talent pour réussir à faire quelque chose comme ça dans 10 ans après avoir pris le titre chez les poids lourds. Parce qu'on est en 2004 à cette époque. Qu'en penses-tu, Antoine, après ça? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, cette petite note finale un peu jolie, même si c'est pas un combat qui a une portée historique géniale. Alors, tu l'as dit, Captain, c'est un point perdu. C'est à Temecula, en Californie, une petite station balnéaire sûrement charmante, mais insignifiante au plan pugilistique, hein, on ne va pas se mentir. Et en effet, Moorer perd les rounds, mais d'une, il survit, et de deux, très intelligemment, il se positionne petit à petit, il guette la faille et il l'obtient. C'est très propre. Et puis, Girov a montré, même s'il était là au tapis contre Toney, il a quand même montré qu'il avait, c'était après une très très longue guerre, et donc il a montré qu'il avait un menton. Donc Moorer, lui, montre qu'il a encore ce qui parle dernier chez un boxeur d'après la saga des Rocky, c'est-à-dire le punch. Et il le sèche très proprement. C'est un joli point d'orgue, même si, il faut bien l'admettre, on n'est qu'une poignée à savoir ce que fut la victoire de Moorer, de double M sur Vassili Girov. En tout cas, c'est joli. Peut-être qu'il aura fauché d'ailleurs. Je crois que Girov n'a pas fait grand-chose après. Donc peut-être qu'en effet, ça a fauché en pleine quête de gloire ce malheureux Vassili. Mais c'est pas désagréable que cette fois-ci, ce soit lui qui prenne le KO un peu embarrassant et pas Moorer. Tout à fait, Christian. Un combat perdu de l'histoire, mais qui, pour Moorer, voulait certainement dire beaucoup. Oui, c'est un combat forcément sur lequel Canal ne s'était pas penché. Bien sûr. Parce que pour un petit titre continental américain des lourds. Mais bon, voilà. On a toujours un petit peu de mal à voir des boxeurs. On a toujours envie de les voir arrêtés, bien arrêtés. Alors, il avait décidé d'arrêter après Holyfield. Quelques mois après, il revient sur sa décision. Tous les boxeurs sont un petit peu comme ça. C'est difficile de couper le cordon ombilical pugilistique parce que vous êtes né avec, et quand il faut vraiment le couper, lui, il le coupera finalement d'une bonne façon, tout en restant dans la boxe, puisqu'il est devenu entraîneur de boxe. Et quand on le voit aujourd'hui avec sa barbe grisonnante, voilà, il est plutôt sympa, et on pourra se dire, le voilà, il est plutôt sympa, et on le pense reposé et bien dans sa tête, bien dans son corps, et en paix avec lui-même. Exactement, il a fini par être en paix avec lui-même. On le reverra dans les grandes années de Manny Pacquiao, parce que pendant 2 ou 3 combats, il sera l'assistant de Freddie Roach, pour vous dire que finalement, ils avaient gardé une bonne relation. L'assistant de Freddie Roach pour des combats, notamment le combat de Pacquiao contre Ricky Hatton. Vous verrez Michael Moorer dans le coin de Manny Pacquiao. Gaucher, il savait de quoi il parlait, évidemment. Et puis un boxeur, comme beaucoup d'athlètes, comme Evander Holyfield, beaucoup de basketteurs de cette époque, a perdu pratiquement l'ensemble de sa fortune, parce que c'était très difficile
bien entouré, de ne pas faire de mauvais choix, etc., de mauvais choix financiers. Voilà, donc il a aussi essayé de revendiquer auprès de politiques de son État le fait d'essayer de faire un fonds pour les boxeurs, un fonds de retraite pour les boxeurs. Il a participé à ça. Et puis, un homme en paix maintenant qui est détective privé en Floride, à savoir, Oh, wow. si vous avez des problèmes conjugaux en Floride, Michael Moorer est détective privé et peut peut-être vous aider. Et vous le voyez là, vous le voyez à la première du film, à l'une des premières du film Big George Foreman, le film sur George Foreman qui est sorti l'année dernière. Je vous avais fait une vidéo l'année dernière sur ce film où le personnage de Michael Moorer évidemment apparaît et tu vois comment il est relax et en paix avec ça parce que il était là, il n'est pas du tout rancunier. Il était avec Big George, il aime Big George. Il n'est pas du tout rancunier, il est très très en paix comme le dit Christian avec tout ça. Il a un regard très à distance et d'observateur. Moi, j'adorerais essayer d'obtenir une interview avec lui parce que je pense qu'il a des belles choses à nous dire encore. Voilà. Et donc, voilà le parcours d'un Hall of Famer. Voilà ce que ça prend d'être un Hall of Famer. Alors oui, pas le plus majestueux, mais qui mérite sa place parce que Michael Moorer, c'est un des plus grands gauchers de l'histoire, qui a été le premier poids lourd gaucher. Et ça veut dire quelque chose en tant que humanité, etc. À être gaucher et à obtenir le titre, ça voulait dire quelque chose. C'était une très, très, très belle boxe à étudier dans toute école de boxe. Et ça a été un personnage qui a croisé le chemin de légendes. En est-il une? Je ne pense pas. Mais il fallait des mecs comme ça pour que des légendes adviennent, que ce soit des entraîneurs, que ce soit des boxeurs et tout ça. Et puis des gros combats. N'oubliez pas qu'en 90, 91 et 92, il y a des combats qui vous électriseront à vie. Hall of Famer, pour moi, ça va sans dire. Christian, à toi. Oui, Hall of Fame, on l'a vu sur la photo avec Manny Pacquiao. Il le rejoint justement dans cette grande lignée des grands champions. Et c'est vrai que quand on pense à tous les grands noms de l'ère moderne, hein, je parle des Floyd Mayweather, des Oscar de la Hoya, bien sûr Holyfield, Tyson, etc. Voilà, Thomas Hearns, il a bien sûr sa place avec ces grands de la boxe. Antoine? Au XXe siècle, ils n'ont pas été très nombreux à être à la fois champion du monde chez les mi-lourds et champion du monde chez les lourds, même si le titre mi-lourd de Michael Moorer n'était pas le plus prestigieux de tous, rappelons-le. Bon, il y a eu Michael Spinks, il y a eu James Toney, il y a eu Roy Jones et il y a eu Michael Moorer, sachant que Moorer est le seul des quatre qui ait reconquis un titre en lourd après l'avoir perdu. Donc, ça vous pose comme un bonhomme quand vous rajoutez à ça donc le seul champion linéal des poids lourds gauchers. C'est, vous l'avez dit et rappelé, c'est quand même pas rien. Et puis, la classe 2024 du Hall of Fame, on se l'était dit, Captain, en parlant tous les deux dans une autre vidéo, mais c'est un peu la classe de l'émotion. C'est une classe qui nous renvoie à beaucoup de grands combats et d'émotions, qui n'a peut-être pas le pédigré de la classe Mayweather, mais qui a pour elle énormément de grandes soirées. Et je pense que Moorer a sa place là-dedans. Et une fois de plus, de l'utilité de faire ces vidéos. Pour moi, c'était un boxeur que j'avais rarement envisagé lui-même en faisant le centre d'attention. J'ai plus tourné autour parce qu'il s'invitait en tant que second rôle dans les carrières d'autres que lui, Foreman, Holyfield, ce genre de gars. Et malgré tout, faire ce récit-là, il est celui des Hall of Famer. Tu l'as dit, je confirme. Et voilà. Et c'est pour cela que les discussions Hall of Fame ne sont pas prêtes de s'arrêter, puisqu'il est essentiel de connaître son histoire et ses légendes. Avec la voix de la boxe, Christian Delcourt, avec l'écrivain de la boxe, Antoine230livres.com, le Capitaine Crochet. Je vous remercie et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures boxe. Portez-vous bien, messieurs, portez-vous bien, chers auditeurs. Ciao.